Donc en fait, nous, notre travail, c'est ça. Et nous avons, je terminais par une note positive. La note positive, c'est que le 17, il y en a deux, le 17, si vous l'avez entendu, le 17 janvier, est sorti le rapport d'Amnesty International. Le rapport d'Amnesty International, je vous lis simplement le titre, c'est dans un rapport publié ce mardi, l'ONG condamne les pratiques instaurées dans 14 pays d'Europe depuis les attentats de 2015. Des choix qui auraient conduit à une régression continue des droits des personnes. Et assignation à résidence abusive, invocation de preuves secrètes contre des suspects ou contre restriction de la liberté d'expression. L'ONG d'Amnesty International s'inquiète ce mardi 17 janvier 2017 dans son rapport des politiques mises en place dans 14 pays européens après les attentats des 2 dernières années. Le rapport est nommé « Des mesures disproportionnées, l'ampleur grandissante des politiques sécuritaires dans des pays de l'Union européenne est dangereuse ». Je cite les détails, vous pourrez les avoir, mais vous verrez les détails je vous donnerai les informations si vous voulez, mais en fait, Amnesty International précise, la France est à l'origine de tout ça. Précise que le pire, la France a montré l'exemple à l'Europe de ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, la France est lourdement attaquée par Amnesty International. Alors évidemment, la France, quoi, Amnesty International nous attaque, voilà, nous, pays des droits de l'homme. Mais non, nous, dictature, oui, la France est montrée du doigt par Amnesty International en disant que la France a montré l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire avec les états d'urgence. Et pour conclure, voilà, en réalité, il n'y a jamais eu autant d'espoir qu'aujourd'hui. Les gens en ont marre et veulent retrouver les vraies valeurs. La vérité est qu'il y a tant d'insurrections aujourd'hui que nos oppresseurs et maîtres de pacotille commencent à prendre peur. C'est pour ça qu'il y a l'état d'urgence. C'est certainement pas pour les kalachnikovs. Nous sommes très nombreux. La réalité crève les yeux. Écolieux, essor du bio, rassemblement alternatif, volonté de lutter contre la société de consommation, les vaccins, la médecine allopathique, tous les trucs de cancer qui produisent du cancer, etc. On sait tout ça. Les insoumis, de plus en plus d'insoumis. De plus en plus de gens qui se lèvent et qui disent non. Y compris au niveau des radars, par exemple, pour en reparler, c'est un de mes sujets de prédilection. Parce que c'est un système de surveillance, c'est tout. Donc des gens qui disent, ben voilà, et je pense qu'on est deux là, en tout cas ici, je pense qu'on a certainement d'autres, mais qui disent, moi je suis savoyard, je prends une carte de Savoie, voilà. Je dis non à ce gouvernement, je refuse ce gouvernement qui envoie nos soldats se faire massacrer en Syrie avec notre argent. Alors qu'il pourra en arriver à quoi, aujourd'hui? Donc enfin... Et ces insoumis, nous sommes très nombreux, et de mieux en mieux organisés. Et c'est ça qui fait peur. Ici, il n'y a pas de compétition. Nos oppresseurs, eux, ne fonctionnent que par l'argent et la force. Ils se font eux-mêmes la guerre entre eux. Laissons-les s'entretuer. Gloire à celui qui aura le plus de pouvoir. Ils s'entretueront donc tout seuls. Ignorons-les. Nous sommes bien plus forts qu'eux. Croyons en notre pouvoir personnel. Les merdias, j'insiste, nous programme à nous sentir impuissants face au monde. De grâce, ne cédons pas. Reprenons notre espoir en main. Nous sommes déjà en train de gagner. La libération est dans l'être et non dans l'avoir, comme le fait croire notre société de consommation. Une société de consommation qui nous fait vivre dans le monde toxique par la pensée et la santé, qui néglige le respect de la vie sous tous ses aspects. Retrouvons donc notre bon sens et le sens du sacré, qui ne sont rien d'autre que la voix du cœur. Voilà. J'aurais plein de choses à vous dire pendant des jours. Merci beaucoup Thierry, c'était complet, c'était magistral, moi j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous avez des questions là tout de suite à poser à Thierry? Les cours. On regarde pour après. On peut trouver le texte quelque part? Le texte aussi. Le texte là, oui, mais très bonne question. Il est bien plus long que ça, je peux vous l'envoyer. Oui. Moi je le veux bien aussi. Alors on a pris un tout petit peu de retard par rapport au programme, mais c'était pour la bonne cause. Donc là maintenant je vais passer la parole à Thierry Borne, qui est un autre dissident savoisien, qui va nous parler des lois, des textes institutionnels qui sont élaborés de sorte que nous ne saisissions pas tous les termes avec leurs méandres rhétoriques afin de se protéger et de protéger leur impunité à tous ces puissants qui nous dirigent. Voilà, je te laisse la parole, Thierry. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous parler maintenant de ce qui m'est arrivé personnellement, parce que ce qui m'est arrivé au niveau de mon entreprise, ça arrive à... Il faut savoir qu'en 2015, il y a eu 63 000 dépôts de bilan dans les entreprises françaises et qui, pour la grande majorité,
avec un problème lié au régime social français, et donc des non-applications des lois européennes, supranationales aux lois françaises. Donc ça, c'est juste pour l'entrée en matière. Et en fait, je voudrais simplement dire que ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je navigue dans cette dissidence qui, même si je voudrais rester optimiste, je trouve que on patine quand même un petit peu. Pourquoi? Parce que on est toujours en train de dresser des constats, et qu'en fait, on est toujours dans le constat et qu'on ne trouve pas vraiment, on ne sait pas pourquoi en fait. Il faut aller chercher le pourquoi de ces constats et après trouver des solutions. À mon humble avis, je pense que une fois le constat dressé, il faut se poser des questions, les bonnes questions. Pour l'éveil des gens, je pense qu'il y a une chose qui est importante. On a parlé tout à l'heure de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et là je voudrais mettre une petite précision à ce que disait Thierry, c'est que la Déclaration universelle des droits de l'homme est née de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de la Constitution française en fait. Et c'est très important parce qu'en fait aujourd'hui la France elle est numéro 27 je crois derrière ou devant le Kazakhstan au niveau des droits de l'homme. C'est quand même important, elle est la mère de la Déclaration universelle, et aujourd'hui elle n'est plus. Et par rapport à ça, je voudrais revenir donc à la Déclaration des droits de l'homme du citoyen française. Et le préambule commence comme ça. Le préambule commence avec l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Il faut se servir de ces mots-clés, parce que si on veut faire sauter des verrous, il faut avoir des clés. Et les clés, on les a tous dans la poche. L'ignorance. D'abord, on est plongé dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on a, comme disait Thierry tout à l'heure, des merdias. On nous raconte n'importe quoi, on nous plonge dans l'ignorance. Ensuite, on tombe dans l'oubli et on nous méprise. Et à partir de là, eh bien, effectivement, on ne peut pas avoir d'informations, on ne peut pas avancer, on est au courant de rien, on ne va pas chercher, on n'a pas la bonne information et on ne peut pas se défendre. Et après, je voudrais continuer avec parce que je pense vraiment qu'on peut s'en sortir en utilisant les traités et le droit. Sauf qu'effectivement, le droit, depuis des décennies en France, il est bafoué. Alors, on a dit tout à l'heure qu'en décembre 2016, Manuel Valls, Premier ministre, a bafoué la Constitution en mettant sous tutelle la Cour de cassation. Alors, il n'a pas mis la justice sous tutelle, il a mis la Cour de cassation. Pourquoi? Parce que de toute façon, la séparation de la justice et du pouvoir n'a jamais vraiment existé en France. Mais chemin faisant, ils se rendent compte que nous sommes un certain nombre à aller toujours plus loin dans les procédures. Pour m'expliquer, en fait, quand vous avez un problème avec la justice, comme je l'ai eu, comme j'ai toujours, parce que je suis toujours dans le combat, avec mon entreprise, vous allez d'abord dans un système de redressement judiciaire, vous passez au tribunal, au TGI, au tribunal de commerce, et si vous tenez tête à tout ce système, forcément vous vous retrouvez en appel. Et après l'appel, c'est quoi? C'est la cassation. Il y a très peu de gens qui vont en cassation, il faut le savoir. Mais ça commence un petit peu à bouger. Alors forcément, il faut verrouiller le système. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met la cassation sous tutelle, c'est-à-dire qu'on profite de l'ignorance du français et on va dire, bah ouais, mais la Cour de cassation, maintenant c'est nous, de toute façon, ils vont y voir que du feu. Sauf que la Cour de cassation, eh bien, elle est dépendante de toute façon de la Cour européenne, puisque les lois sont supranationales au droit français. Et que dans le cas présent, pour ce qui me concerne, en tout cas pour les entreprises, et même si un Français, là on a un salarié aujourd'hui fait un procès au gouvernement français concernant la liberté de s'assurer ailleurs, et il peut le faire, il va gagner parce que la loi européenne lui autorise. C'est-à-dire que la France a déjà été condamnée par la Cour européenne à ce sujet. Ce qui veut dire que la Cour de cassation ne peut rien dire. Elle peut pas dire autrement que dire « Ah bah oui, effectivement, vous avez raison ». Alors on est en train de verrouiller le système pour que les gens n'aillent pas plus loin à la ferme. Alors moi je pense qu'il faut simplement jamais baisser les bras et aller jusqu'au bout. Parce que effectivement il y a des lois, et que les lois françaises, il y a de toute façon des lois françaises qui sont faites pour qu'on puisse se défendre, et qu'ensuite il faut utiliser tout ça. Et ça c'est très important. Alors je voulais vous lire, parce qu'il y a des articles de loi qui sont vraiment en contradiction, parce qu'il y a un truc très simple dont ils se servent beaucoup au plus bas de l'échelle. Quand vous êtes, je parle
essentiellement pour les entreprises, enfin les entrepreneurs dont je fais partie, mais il y a quand même un certain nombre, et il faut savoir que c'est quand même une économie importante pour le pays et qui regroupe énormément de monde, des entrepreneurs et avec leurs salariés. Il y a quand même 3 personnes qui se suicident tous les jours en France à cause de ça. Et cette loi, c'est l'article 223-15-2 et qui dit comme ça. Et il faut bien écouter parce qu'il est très subtil et il faut le lire plusieurs fois pour comprendre qu'on se fait avoir vraiment tout le long de la ligne. Est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, etc. etc., etc. Mais c'est le début qui est important. Quand on vous dit comme ça, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'en fait, déjà c'est une espèce de pléonasme parce qu'on considère dans une loi qu'un abus, s'il n'est pas frauduleux, eh ben, il n'est pas considéré comme répréhensible en fait. Vous avez le droit d'abuser si ce n'est pas frauduleux. Ça veut dire que la magistrature se retranche derrière une loi en disant on peut effectivement abuser des lois, on peut abuser du système si c'est pas frauduleux. Alors comment ça devient frauduleux? Ça vient frauduleux à partir du moment où on peut le prouver. Mais pour le prouver, eh bien, il faut aller chercher. Il faut aller chercher ces fraudes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le droit français, aujourd'hui, par exemple, pour les entreprises, et ce qui retourne de la libre concurrence des assurances, c'est que la France, elle ne dit pas qu'elle a transposé les lois européennes en droit français. Et en fait, quand vous êtes au tribunal et qu'on vous dit non, c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc., eh bien, ils sont en train de frauder. Mais vous le savez pas. Et vous pouvez les attaquer avec ça. Parce qu'après, vous avez l'article, le 111-4, qui dit simplement comme ça, et là, la ligne elle est très courte, la loi pénale est d'interprétation stricte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter les lois. Ça, c'est quand même fondamental sur un truc comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit il y a un abus, mais s'il est frauduleux, d'accord, mais il faut prouver qu'il soit frauduleux. Et puis de l'autre côté, on vous dit que les lois, elles doivent être appliquées strictement. Alors ça, c'est très important. Et ensuite, je voudrais revenir un petit peu sur la séparation des pouvoirs, parce que c'est tout un enchaînement, bien sûr. Il faut savoir que moi, ça fait une année que je me suis plongé dans le droit pour sortir mon entreprise de là où elle était, et puis pour aider tous les autres, parce qu'en fait, je peux vous garantir que je vais gagner. Je vais gagner parce que c'est le droit, et que si je gagne, effectivement, ça va rendre service à un paquet de gens qui sont aujourd'hui dans cette situation. Et puis, il y aura forcément des cas de jurisprudence. Il faut savoir que les procureurs, aujourd'hui, sont illégaux. Ils sont illégaux parce que c'est le représentant de l'État, ils sont fonctionnaires, bien sûr, mais ils ne sont pas du tout indépendants. Et qu'ils sont une partie prenante au procès, et toujours à charge. Et qu'il y a une loi. Parce qu'on tape toujours sur l'Europe, on dit l'Europe, mais il n'y a pas que du mauvais dans l'Europe. Il y a des choses qui ont été faites, mais que le problème, c'est que ce qui est bien, on n'en fait pas profiter les Français. Et la loi européenne, elle dit comme ça que eh bien, les procureurs ne sont pas une autorité judiciaire. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un tribunal et que le procureur, qui est en général à votre gauche ou qui peut être à votre droite, peu importe, vous pouvez le récuser. Vous pouvez le récuser parce qu'il n'a pas sa place au tribunal. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ça prouve déjà que la plupart des procès qui sont faits contre vous, et alors, il faut savoir quand même que les procès ils peuvent être faits contre vous parce que vous avez une entreprise, mais parce que vous défendez un problème sur la vaccination, sur autre chose, tout ce que a dit Thierry, tout ce qu'on a dit avant. Chaque fois, on est confronté à la justice et on croit qu'on ne peut pas aller plus loin parce qu'effectivement, on est bloqué avec le système. Et le système, c'est parce que justement, l'ignorance, l'oubli et le mépris. Et ça, c'est les mots-clés, la phrase clé qui va ouvrir les portes. Il faut aller au bout, il faut savoir qu'on a le droit d'aller jusqu'au bout, mais on nous décourage, bien sûr. Et alors donc, ce procureur, il est simplement illégal, ce qui veut dire que les procès, en majeure partie, eh bien, c'est des escroqueries au jugement. Ils sont truqués, tout simplement. Et qu'on n'a pas à se laisser faire. J'ai été dernièrement au tribunal d'Albertville parce que quand je peux le faire, je vais défendre des
des collègues, enfin des gens que je connais, qui sont embêtés avec des entreprises. Et en fait, il faut aussi savoir que vous pouvez le faire. N'importe qui peut le faire, à partir du moment où on a les bons arguments. Je suis arrivé avec la déclaration, non, c'est pas la déclaration, c'est la convention, pardon, Convention européenne des droits de l'homme. Et l'article 6 qui dit que chaque individu a droit à un procès équitable, peut se défendre lui-même ou se faire assister d'une personne de son choix. Et ça, c'est très important parce que les avocats aujourd'hui, les bons avocats, il n'y en a pas beaucoup. Parce que les avocats, ils marchent avec le système, ils en croquent, ils en vivent, et ils ne vont pas vraiment vous défendre. C'est une mascarade, un tribunal, c'est une mascarade aujourd'hui. Eh bien, la semaine passée, à Albertville, on a simplement voulu me sortir. C'est-à-dire que le juge qui était là, et j'avais tout j'avais les choses à dire, je voulais être entendu pour défendre la personne, a appelé la sécurité, a demandé à ce que je sorte, et j'ai dit non, je ne sortirai pas, je connais mon droit, j'ai sorti la convention, je l'avais là, je l'ai lu, j'ai dit vous pouvez appeler la gendarmerie, ils ont appelé la police est arrivée, j'ai discuté avec la police, et finalement c'est le juge et les assesseurs qui sont sortis de la salle, mais qui ont été délibérés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté que la personne entendue soit défendue. Et ça, donc on a fait appel directement derrière, c'est-à-dire c'est l'escroquerie au jugement. Mais il faut le savoir, c'est des procédures qu'il faut faire. Chacun peut le faire, finalement, c'est comme ça. Et on va vous dire, c'est pareil, parce que vous allez aller plus loin. Et pourquoi la cassation? Tout à l'heure, on a parlé de la cassation, avec Manuel Valls qui a mis sous tutelle la cassation, c'est que on vous dit toujours la cassation, ah non, si j'ai en cassation, un avocat, ça va me coûter 6 000, 10 000, 15 000, c'est pas possible, j'ai pas les moyens. Et qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras. Et les gens se retrouvent avec une entreprise perdue, avec des procès perdus, avec de l'argent, avec n'importe... Enfin, peu importe. Le problème, c'est que même en cassation, vous pouvez vous défendre tout seul. Ou vous faire assister par quelqu'un qui va se débrouiller, parce qu'il est allé piocher les lois, piocher les choses. Et ça, c'est très important. Et en fait, tout ça pour dire que, simplement... et pour revenir à cette phrase, toujours qu'il faut vraiment, il faut colporter cette phrase pour que les gens comprennent, parce que je pense que l'éveil des autres, parce que ceux qui sont ici en général ont dressé le constat de tout ça, ils sont dans l'éveil, et si on veut réveiller les autres, il faut des clés. Et les clés sont importantes pour faire sauter ces verrous. Et je pense que, très sincèrement, la phrase du préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est très importante. L'ignorance, l'oubli et le mépris. La première des choses, c'est l'ignorance. Pourquoi les gens ne réagissent pas? Pourquoi ils ne se réveillent pas? Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'ils sont ignorants, on les a plongés dans l'ignorance. Le problème, c'est de pouvoir justement éclairer tout ce monde pour que cette masse grossisse et que certains médias commencent à virer de bord, on va dire, à s'y intéresser pour que... Je parlais tout à l'heure des 33%, je ne sais pas combien c'est, Régis qui est en haut parlera de la masse critique, tout le monde a ce sentiment, tout le monde a des... pas des solutions, mais on a des choses très positives qui arrivent, mais évidemment, il faut continuer. Mais je pense qu'il faut des clés. Et je pense que c'est une clé importante. Merci beaucoup. On commence à avoir pas mal de clés grâce à vous, là. On a un petit peu de temps pour continuer sur la deuxième partie qui va parler donc de la corruption des institutions. Donc on est déjà dans le sujet. On a Sylvain Baron qui va intervenir juste après, là. Et puis peut-être qu'après son intervention, on fera la pause. On verra jusqu'où tu nous emmènes. Donc Sylvain Baron, ex-routier, tu m'arrêtes si je me trompe, un blogueur révolté et militant contre l'invasion des drapeaux européens. Tu as créé l'association Les Décrocheurs. C'est ça. Tu nous expliqueras un petit peu. Ex-membre de l'UPR, Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau. D'ailleurs, j'aimerais savoir s'il a eu les voix nécessaires. J'en sais rien, je suis un ex-membre. Ah oui, effectivement. Mais bon, peut-être tu as gardé des contacts, je ne sais pas. Tu as dirigé le journal Poil à gratter. Ouais. Et tu as écrit un livre intitulé Révolte. D'accord. Voilà. Et puis, tu vas nous parler du devoir de résistance, évidemment, et de l'oppression, de résistance à l'oppression, pardon, et de l'insurrection intelligente. On commence par toi. Sylvain, est-ce que tu peux me permettre une toute petite remarque? Parce qu'elle ne nous a pas posé rien qu'une minute pour donner une remarque par rapport à ce qu'a dit Thierry. Excuse-moi, ça va prendre 30 secondes. En fait, par rapport à ce qu'a dit Thierry, il me semble qu'il y a deux mots importants. C'est dans ce préambule, c'est ignorance. Et on dit souvent qu'ignorance est la mère de tous les maux.
Je pense qu'il ne faut pas oublier cette idée-là qu'effectivement on a cultivé l'ignorance et le peuple français, on a vu, bon, ça commence à changer, mais tant qu'on le met par le biais des médias dans l'ignorance, des merdias dans l'ignorance, eh bien pendant ce temps-là on en fait ce qu'on veut. Et l'autre point qui me semblait aussi important, et j'espère qu'on en parlera après, c'est l'article 35 de notre Constitution, et je pense que tu vas certainement en parler, là, et donc je voulais surtout pas oublier ça, parce que ça aussi c'est un vrai outil qu'on va utiliser, qui nous donne le droit, non pas le droit, le devoir. Nous avons le devoir et non pas le droit, et les mots sont très importants, on l'a vu, hein. C'est de nous élever contre un État, et c'est encore une fois là où nous sommes dangereux, contre un État qui viole la Constitution. Et donc, la Constitution est un outil du peuple, hein, Chouard, etc., en parleront évidemment bien mieux que moi, mais à partir du moment où nous violons ça, un État viole ça, nous avons le devoir de nous élever et de dire non. Et c'est notre Constitution qui nous le donne, c'est l'article 35. Alors, je pense qu'il faut vraiment dire ça à tout le monde. Et moi, je le dis de plus en plus, je ne suis pas le seul. Et les gens qui savent ça, ils vont regarder, ils vont dire, mais c'est vrai, c'est marqué, on doit dire non. C'est pas parce qu'il y a une loi qui nous dit, ben oui, mais la loi dit ça, mais si la loi est scélérate, nous devons la refuser. Le problème, c'est encore tout à fait avec, je te donne tout de suite la parole, le problème c'est de dire, mais voilà, attendez, la loi dit que, donc on suit la loi. Mais non, si la loi est mauvaise, il faut la refuser. Et cet article 35 nous donne le pouvoir de le faire. Et puis donc, éveillons les esprits, libres pour quitter l'ignorance, et on revient là-dessus. Merci Sylvain. Désolé. Alors, il existe une école de l'ignorance. Donc, bonjour à tous. Je vais d'abord dire que je suis un révolutionnaire assumé plus que quelqu'un qui pense des questions politiques ou de droit. Je ne suis pas juriste, donc c'est avec mon amateurisme revendiqué que je vais vous exposer quelques textes qui sont utiles. Et quand je dis que je suis un révolutionnaire assumé, c'est dans le sens où j'ai étudié les processus révolutionnaires qui ont été à l'œuvre durant les derniers siècles, à travers le monde, et il faut bien comprendre que lorsqu'on parle par exemple de l'ignorance, nous avons eu, je crois, 2000 tracts qui ont été distribués pour informer la population qu'une table ronde était organisée ici. Vous représentez quelques dizaines de personnes qui se sont déplacées suite à cette information, donc vous êtes déjà une minorité curieuse, éveillée, vigilante, intéressée à ces questions-là. Et quand on prend en France le million de personnes qui sont interconnectées sur les réseaux sociaux, qui pareil se partagent des informations, sont très vigilantes, très intéressées, très curieuses, sur M. Fiori, qui va peut-être passer tout à l'heure, pourra dire qu'en 2013, nous n'étions finalement que quelques milliers de ces réseaux sociaux-là à être dans la rue. Donc il faut bien voir que les processus révolutionnaires ont toujours été le fait de minorités agissantes. C'est jamais un peuple tout entier qui se réveille. Il ne faut pas croire que la majorité du peuple soit même dans ne serait-ce qu'une démarche de curiosité, puisque c'est quand même un point de départ. Hein. Le fait d'être informé, surtout aujourd'hui, suppose quand même une envie de s'informer. Les mass médias nous informent de façon passive, et quand on est beaucoup plus curieux, on s'interroge de façon active. On va chercher l'information. Et quand on a en plus le désir en soi, la foi, de dire on va renverser le système, on peut se retrouver dans la rue, mais là il reste plus grand monde. Donc c'est un premier préalable que je voulais poser, parce que la question insurrectionnelle, révolutionnaire, ou de simplement agir, au-delà de toutes les difficultés qu'il y a derrière à fédérer des tas de groupes sociaux qui se battent, elle est quand même liée à une contrainte forte qui est celle non seulement de notre foi en nous-mêmes pour se battre, et de la foi que les choses puissent changer, mais aussi sur le fait que nous faisons partie de toute façon d'une stricte minorité populaire qui s'intéresse à des questions sensibles et qui est prête à se battre. Donc n'imaginez pas que le peuple tout entier nous suivra, c'est à la base le fait d'une minorité agissante. Alors je vais essayer de découper mon exposé en trois petites parties. Je vais d'abord expliquer un petit peu dans le droit, l'histoire et la philosophie ce que c'est que le droit de résistance, que je vais lier immédiatement avec le crime de trahison pour expliquer un petit peu ce que c'est, avant de découler quelques propositions que j'ai pu formuler sur mon livre et que j'ai défendues dans mon travail d'activiste, on va dire. Alors, pour bien débuter, je ne vais pas remonter à ce que disaient les penseurs de l'Antiquité sur le droit de résistance, de toute façon ils en disaient peu de choses. Je vais directement commencer par ce qui a formé notre état de droit il y a 200 ans,
Vous savez sans doute que c'est à la fin de la Révolution française avec Napoléon Bonaparte que nous allons avoir un code civil et un code pénal en France qui va réellement créer une base juridique solide et des lois qui soient exactement les mêmes pour tous. Mais tout ça découlait au final de tous les débats qu'il y avait eu avec les Lumières sur beaucoup de concepts de philosophie du droit, des droits individuels, des libertés premières, etc. Et en fait, ça commence aux États-Unis, non pas en France. On dit souvent que la France est la patrie des droits de l'homme. En vérité, on devrait plutôt dire que ce sont les États-Unis qui ont amorcé le processus, avec notamment la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique qui date du 4 juillet 1776. Et je vais vous lire son extrait le plus important parce qu'elle va nous permettre de plonger plus en profondeur sur ce que c'est que le droit de résistance. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les lois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence enseigne à la vérité que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps nous a montré en effet que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir par de nouvelles sauvegardes à leur sécurité future. En fait, c'est la fin du texte qui est la plus intéressante. On nous parle de droit de résistance qui a une valeur constitutionnelle en France, je vais en parler un petit peu après. Mais comment dire... Alors il faut savoir que pour les juristes, au passage, le droit de résistance suppose une résistance violente. Soyons clairs là-dessus. Le fait de prendre les armes pour un peuple, de se défendre et puis de commettre des réels crimes pour pouvoir faire tomber un gouvernement, c'est tout à fait admis pour les juristes. Donc évidemment, ça pose une question extrêmement complexe entre le fait de dire, attendez, on a peut-être un état de droit, on a des tas de choses, comment peut-on tolérer la violence, y compris lorsqu'il s'agit de rejeter un gouvernement corrompu. Pourtant, les juristes l'admettent. Mais pour que l'on puisse se légitimer dans cette violence contre un gouvernement tyrannique, encore faut-il définir ce que c'est qu'une tyrannie. Et lorsque la déclaration d'indépendance des États-Unis parle d'une longue suite d'abus et d'usurpations, il faut comprendre les abus aujourd'hui, et c'est pour ça que je vais parler un peu du crime de trahison, comme des trahisons réelles, basées sur des lois réelles. Quand un politicien va faire de la corruption, va nous trahir de différentes façons, mais qu'en tout cas la loi le définit bien, nous avons la capacité de justifier l'abus. Nous avons la capacité de dire, vous voyez, ça fait quand même la 3e ou 4e fois qu'il viole la loi contre les intérêts du peuple, la loi a été violée, les institutions ne réagissent pas alors qu'elles sont censées, par leur séparation, nous protéger de ces abus-là, de les châtier au besoin. Donc il ne reste plus qu'au peuple la possibilité de s'insurger. Et donc, nous avons eu 2 textes qui sont apparus. Le texte que tu mentionnais, c'est en fait la Déclaration des droits de l'homme de 1793, qui ne fait pas partie de notre bloc de constitutionnalité, qui fait désormais partie du droit positif, c'est-à-dire que quand les magistrats sont éduqués sur le droit constitutionnel, les questions de souveraineté ou de droit de résistance, à un moment ou à un autre, on va leur parler de la déclaration de 1793, dite aussi la déclaration Robespierre, puisqu'il a été largement à l'ouvrage dans sa rédaction. Et donc l'article 35 dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Donc
vous voyez que les Français ont été beaucoup plus loin, et je devrais même rendre hommage à René Cassin, qui est notre seul prix Nobel de la paix en France de mémoire, qui avait soutenu De Gaulle le jour où il avait fallu rétablir l'État, hein, ni plus ni moins. C'était son juriste attitré. Il a beaucoup participé à la rédaction de pas mal de traités internationaux, notamment pour ce qui concerne la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il avait voulu rajouter un article, que je n'ai pas pris avec moi d'ailleurs, sur le droit de résistance, qui a été malheureusement rejeté, mais qui disait tout. Qui disait d'abord, il faut que nous ayons une tyrannie, il faut qu'elle fasse des abus répétés, il faut que la loi soit violée, et dans ce cadre-là, quand tout a été tenté, il est normal que le peuple se révolte. Je vais accélérer, je ne vais pas vous parler de un petit peu toute la littérature qu'on a derrière, je vais juste vous dire que en France, nous avons une hiérarchie des normes. J'ai beaucoup entendu là tout à l'heure que en fait, nous avons un droit supranational qui est au-dessus du nôtre. C'est pas tout à fait vrai. Cette hiérarchie des normes dit d'abord que la Constitution est au-dessus de tous les textes législatifs qui nous arrivent. Elle est, pour certains juristes, à égalité avec des traités internationaux du droit international. En vérité, du point de vue de notre Constitution, cette égalité, ou on pourrait même parfois parler de mettre le droit international au-dessus de notre Constitution, c'est sous réserve de réciprocité. Donc, aller chercher de la réciprocité en Europe sur le respect des traités, des conventions, des choses comme ça, vous n'allez pas en trouver. Donc, on peut dire que de toute façon, c'est nul et non avenu. L'autodétermination des peuples, qui est quand même un droit reconnu au niveau des instances internationales, la souveraineté nationale dans notre Constitution aussi, qui dit exactement la même chose, prévoit que de toute façon, un peuple décide d'abord souverainement de ce qui est le mieux pour lui dans son propre pays. La Constitution est le texte pilier, avec ce qu'on va appeler le bloc de constitutionnalité. Donc pour nous, dans notre bloc de constitutionnalité, on a la Constitution évidemment, on a la Déclaration des droits de l'homme, qui a la même valeur que la Constitution, la Charte sur l'environnement, et je crois qu'il y a un dernier texte dont je ne me souviens plus. Donc ça, ce sont les textes qui sont lisibles par tous, c'est pas du jargon juridique imbuvable, c'est tout à fait facile à lire. Et ensuite, nous avons les lois qui arrivent en dessous. Et après les lois, nous avons la réglementation de façon générale. Et donc on pose bien certains textes au-dessus d'autres. On ne peut pas faire des lois qui violent la Constitution. Ils le font quand même. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que dans notre bloc de constitutionnalité, puisque la Déclaration des droits de l'homme est au-dessus de toutes les lois, nous avons l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme qui reconnaît le droit de résistance. Donc il dit en gros, toute société, enfin la société est conçue pour que en gros, le pouvoir public s'assure de garantir tous nos droits, la liberté d'expression, les choses comme ça, et notamment le droit de résistance. Donc, ce droit de résistance est bien reconnu en France. Faut savoir qu'il y a très peu de pays dans le monde qui ont le droit de résistance dans leur constitution. En fait, ils sont tous en Europe, pour être clair, à part les États-Unis avec leur déclaration d'indépendance. Tous les pays qui reconnaissent le droit de résistance sont en Europe. Et le départ de mon travail a été fait à partir du point de vue allemand, que je trouve vraiment intéressant pour le coup. Je vais vous lire l'article 20 de la loi fondamentale allemande. La loi fondamentale, c'est leur constitution. Alors, qui dit d'abord que la République fédérale d'Allemagne est un État fédéral démocratique et social. Ensuite, tout pouvoir d'État émane du peuple. Le peuple exerce au moyen d'élections et de votations et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le pouvoir législatif est lié par l'ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutifs et judiciaires sont liés par la loi et le droit. Là, on présente un petit peu comment ça s'agence l'état de droit allemand. Et dernier alinéa, tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendra de renverser cet ordre s'il n'y a pas d'autre remède possible. Et c'est là la réalité d'une réflexion que l'on doit avoir selon moi, qu'ont très bien compris les Allemands, qui est de dire que résister est une chose, mais il faut d'abord commencer par les moyens légaux. Dès lors que nous avons la chance de disposer d'un état de droit, avec des tas de lois à saisir, d'une justice avec ses défauts, ses qualités, mais en tout cas, c'est une institution qui fonctionne. Le droit de liberté, enfin la liberté d'expression. On a peut-être des médias vendus, mais rien ne nous empêche en France de créer des médias alternatifs. Nous avons encore le droit de nous exprimer, bien heureusement. La liberté de réunion. Nous avons toujours le droit de manifester, malgré l'état d'urgence.
Donc ça, ce sont des moyens légaux divers et variés qui nous permettent déjà d'entamer un processus insurrectionnel qui ne suppose pas la violence. La violence, c'est le dernier recours. La violence, c'est lorsque nous avons une tyrannie en place qui va clairement envoyer ses milices pour nous flinguer, très clairement, flinguer les contestataires. Dans ce cas-là, il n'y a plus de choix pour le peuple que de résister avec la violence. Mais quand nous n'en arrivons pas avec une violence létale de la part du gouvernement, la logique étant de résister par tous les moyens légaux, et si on doit violer un peu la loi, de proportionner notre façon de violer la loi. Donc, je vais arriver donc sur la deuxième partie de ma présentation, quand je disais que nous avons une longue suite d'abus de la part d'un gouvernement qui justifie que c'est une tyrannie. On parlait de dictature tout à l'heure, pour moi la dictature c'est un autre sens. La tyrannie, c'est donc à la base un gouvernement qui viole les droits du peuple. Il faut absolument personnifier en disant c'est pas un système, c'est pas des lois, c'est pas les masses médias, c'est pas le nouvel ordre mondial, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien être flous pour dire que on subit une oppression. Non, il faut dire, par exemple, M. Hollande est notre chef d'État. Du point de vue de la Constitution, du Code de la Défense et de tout un tas de lois, il est responsable de tout un tas de choses. Et il n'est pas censé désobéir à la loi. Je veux dire, à la base, plus on est haut, plus on doit être exemplaire à la base sur le respect de la loi. Nous avons eu tout un tas de faits de haute trahison qui se sont déroulés sous l'ère Sarkozy et Hollande, avec notamment, je ne vais pas les évoquer en profondeur, vous pourrez les chercher dans le livre si ça vous intéresse ou dans des conférences qui ont été enregistrées sur Internet. Mais en gros, l'affaire des navires Mistral, qu'on a refusé de vendre à la Russie, avec des milliards de nos impôts qui sont partis dans cette affaire-là, et aussi des technologies extrêmement sensibles qui ont été confiées à la Russie pour rien. Je veux dire, notre défense se joue aussi sur le fait que nos petits secrets militaires et technologiques, lorsqu'on les cède, on le fait parce qu'on a autre chose de gagner derrière. On a des emplois, on a des accords de sécurité avec le pays à qui on va donner ces petits secrets militaires. Enfin, on ne va pas donner des secrets militaires, notamment pour les navires Mistral, c'était des radars qui étaient de conception française que les Russes ne connaissaient pas, si le contrat n'est pas conclu et qu'il n'y a pas des accords qui sont passés derrière. Donc là, aujourd'hui, les Russes ont récupéré des informations sur nos technologies militaires sensibles, ont été remboursés de du prix de vente des navires Mistral, avec les impôts des Français, n'ont pas reçu les navires Mistral, et on a entaché notre diplomatie. Ça, du point de vue de la loi, c'est un acte de haute trahison, et à l'égal d'autres histoires comme ça, qui ont été, par exemple, l'affaire de l'avion d'Evo Morales. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Nous avons Snowden, qui donc révèle au monde entier que les États-Unis nous espionnent copieusement. Il est accueilli en Russie et protégé sur place. À ce moment-là, il y a le président de la Bolivie qui, depuis longtemps, avait des accords gaziers à discuter avec Poutine, qui arrive en Russie, fait ses négociations et repart. Et tous les États européens qui sont sous la tutelle de l'OTAN, donc des États-Unis, vont fermer leur espace aérien. Un avion diplomatique est protégé par les conventions de Vienne, donc on n'est pas censé empêcher un avion diplomatique de circuler, en considérant que peut-être qu'Edward Snowden est à l'intérieur, donc il s'agirait de le capturer. Mais nous, notre intérêt à nous en tant que Français, c'était qu'Edward Snowden, même à l'étranger, même si on ne lui a pas accordé l'asile politique, continue de faire ses révélations, puisqu'on est intéressé au premier chef à savoir où on a été trahi, comment ça se fait que des données de télécommunication des Français ont été copieusement espionnées, qu'est-ce qui a permis cela, enfin voilà, plus il parle, plus nous on en apprend sur les vulnérabilités qui existent en France du point de vue technologique, du point de vue du personnel politique, militaire, etc. Donc on n'avait aucun intérêt à servir les intérêts des États-Unis en utilisant les moyens matériels et militaires français, le personnel militaire français, pour empêcher un avion de circuler au-dessus de notre espace aérien. Ça, c'est la livraison de matériel et de moyens humains militaires à une puissance étrangère. Le crime de haute trahison en France, en fait, c'est sa base fondamentale. Il y a 11 articles, mais je vais vous dire un seul. L'article 405 du Code pénal. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Donc, quand
on parle de crime de haute trahison, on parle bien d'avoir des ententes avec une puissance étrangère qui soit hostile à nos intérêts fondamentaux. Et quels sont nos intérêts fondamentaux? Puisque pareil, ça a l'air d'être un concept vachement flou comme ça. Ah non, c'est aussi dans le code pénal, c'est l'article 410.1, qui est précisé comme ça. Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique, économique et de son patrimoine culturel. Donc il y a bien des points centraux dans nos politiques publiques que nous devons préserver. Et en tout premier lieu, c'est le premier point qui est cité dans cet article de loi, c'est notre indépendance nationale. Sans indépendance nationale, il est impossible de s'assurer que l'ensemble de nos institutions sont bien préservées. Donc tout ça, nous le savons à différents degrés, que nos derniers présidents, nos derniers gouvernements ont violé les intérêts des Français. On parle souvent du traité de Lisbonne qui a été la première trahison, mais ce n'est pas une trahison au sens de la loi. Ça a été une trahison morale, pour laquelle je pense qu'on devrait rétablir le crime d'indignité nationale, parce qu'on ne peut pas les juger pour trahison à proprement parler, mais ils méritent d'être punis quand même. On avait dit non à un référendum. Le référendum en France est décisionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le violer. Les parlementaires ne pouvaient pas revoter derrière des lois qui allaient contre notre décision référendaire. Ils ont quand même violé la Constitution, ils ont violé le vote des Français, et quand le crime d'indignité nationale avait été, au sortir de la guerre, créé pour juger les collabos, qu'on pouvait difficilement juger pour haute trahison, parce que c'était, on sentait bien les ententes, l'esprit de collaboration, c'était moralement inacceptable, mais du point de vue de la loi, on ne pouvait pas les attaquer. Donc on a mis quelque chose d'intermédiaire pour les déchoir de leurs droits civils et politiques. Ce sont des choses qu'il faudrait faire. De toute façon, une révolution ne s'appuie pas sur des considérations politiques. Par exemple, je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, l'euro et l'OTAN, c'est une urgence pour établir notre indépendance. Mais ça, c'est presque de la politique pour certaines personnes. Et c'est pas ça qui va motiver des gens à sortir dans la rue. Qu'est-ce qui alimente la colère? Qu'est-ce qui fait que des gens sortent dans la rue, dans les processus révolutionnaires, jusqu'à demander la tête du chef de l'État? C'est un point commun à toutes les révolutions. On veut la tête du chef de l'État. C'est le sentiment d'injustice. Quand les partis politiques commenceront à nous dire « nous allons rétablir le crime d'indignité nationale, nous allons punir tous les traîtres, nous allons réunir la haute cour de la République, nous allons les traduire en justice, tous ceux qui nous ont trahis pour des affaires, qu'elles soient de corruption, de trahison, peu importe. En tout cas, il y aura une épuration et tous ceux qui nous ont trahis vont être châtiés. » À partir de là, vous pourriez être sûr que la majorité des Français se dirait « Ah !» Au-delà de tout ce qu'on peut espérer sur des questions de réforme politique essentielles, ceux qui nous ont trahis depuis des années vont enfin payer pour leurs crimes. Parce que c'est ça le sentiment de colère qui anime les processus révolutionnaires, c'est l'idée de dire ceux qui nous ont trahis vont être éjectés. La révolution en Tunisie, qui était sincère, même si elle a eu ses défauts, comme toutes les révolutions, était bien une révolution qui réclamait la tête de Ben Ali. Donc soyons clairs, une révolution, c'est toujours demander la tête du chef de l'État.